Merci aux courageux qui sont venus, malgré les intempéries. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai pas voulu reporter ou annuler parce que les invitations étant lancées, l'annonce de cette causerie ayant été faite sur les réseaux sociaux, c'était très difficile de prévenir tout le monde. Donc j'ai préféré maintenir, sachant que l'événement a été filmé et que donc eh bien, il y aura, ceux qui ne sont pas venus pourront toujours écouter cette causerie sur RVTV. Alors nous allons commencer avec un peu de musique, avec l'hymne national du royaume du Lesotho. Tu as froid, non? Vous pouvez en profiter pour voir quelques images du pays. Bien, donc c'était l'hymne national du royaume du Lesotho. Alors, le Lesotho, c'est un pays où je n'ai jamais vécu, mais où je me suis rendu à plusieurs reprises. Malheureusement pour des séjours assez brefs, donc je ne prétends pas être un spécialiste du Lesotho ou un grand connaisseur du Lesotho, mais je l'ai traversé plusieurs fois, je l'ai parcouru, je suis allé à l'époque dans des endroits assez reculés. Mon premier séjour remonte à 1994 et je suis retourné depuis en 2008-2009. Le Lesotho est un pays atypique, c'est un pays qui m'a séduit immédiatement. Surtout qu'à l'époque où j'y suis allé, je vivais dans d'autres pays d'Afrique, le Malawi, et puis ensuite, quand je suis retourné en 2008-2009, j'étais encore au Malawi, mais pour un emploi différent. Et donc le contraste, pour moi, était très grand entre l'Afrique subsaharienne que je connaissais et le pays que je découvrais. Alors quand j'ai dit que je ne suis pas un grand connaisseur du Malawi, du Lesotho, pardon. En fait, vu que ce pays est totalement méconnu dans le monde francophone, et peut-être même dans une certaine mesure dans le monde anglophone, je pense malgré tout le connaître beaucoup mieux que la plupart des gens. Même le nom Lesotho, beaucoup de gens ne l'ont jamais entendu, ce nom. Donc c'est un pays très méconnu. Alors, petite précision phonétique tout de suite, ce n'est pas le Lesotho, parce que les francophones ont tendance à dire Lesotho, parce que le S est entre deux voyelles. Ça, c'est une règle française qui ne s'applique pas à l'anglais ou aux langues africaines. C'est le Lesotho. Et Lesotho, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le pays des Soto. Le Soto, les Soto, les Basoto, pour utiliser le pluriel, puisque dans les langues bantoues, quand on met ba en préfixe, ça indique le pluriel. Donc et le singulier, c'est mou, Basoto, Musoto. Donc les Basoto, ce sont les habitants du Lesotho, mais pas seulement. Vous allez comprendre pourquoi, parce que
les frontières héritées du colonialisme font que les peuples ont bien souvent été coupés en 2 ou en 3, voire en 4. En ce qui concerne le Lesotho, le peuple des Basotho a été coupé en 2. Alors, en préliminaire, je dirais qu'en Afrique, il n'existe que 3 royaumes souverains. En Afrique, il y a beaucoup de royaumes, mais ce ne sont pas des royaumes souverains pour la plupart, c'est-à-dire pas des royaumes indépendants. Ce sont des royaumes traditionnels qui existent à l'intérieur de républiques. Je prendrai le cas du Nigeria, par exemple, du Ghana ou de l'Ouganda. Il y a de très nombreux royaumes traditionnels dans ces pays-là, qui correspondent à des territoires qui étaient dirigés par des rois avant l'arrivée des colonialistes et qui ont subsisté pendant le colonialisme et qui subsistent encore depuis l'indépendance. Et il y a donc un équilibre parfois difficile, mais enfin qui s'est établi depuis 60 ans, entre le pouvoir nouveau de la République indépendante et ces royaumes hérités d'un lointain passé. Même au Tchad, il y a des sultanats au Tchad qui font partie de la République du Tchad. Donc, il ne faut pas croire en bon français que République est nécessairement antagoniste avec royaume. Les deux peuvent coexister. D'ailleurs, en France, il existe 2 royaumes. Donc, 2 royaumes reconnus par la République et dont les souverains sont payés, 3 royaumes sont payés par la République. C'est les rois de Wallis et Futuna, au milieu du Pacifique. Donc, quand on dit que la République est une et indivisible, eh bien, il n'y a pas beaucoup de Français qui savent qu'en France, nous avons 3 rois qui sont payés par la République et qui jouent un rôle traditionnel sur leur territoire ancestral. Donc, je disais qu'il n'y a que 3 royaumes souverains en Afrique. Est-ce que vous pouvez me les citer, en dehors du Lesotho? Éthiopie, non. Non, c'est une république. Et c'était un empire avant. En dehors du Lesotho, qu'est-ce qu'il y a comme royaume en Afrique? Le Maroc. Le Maroc, le plus important, le royaume du Maroc. Et le dernier, il figure sur votre carte, c'est ce qu'on appelait autrefois le Swaziland, jusqu'à il y a encore quelques années, et qui s'appelle maintenant le royaume d'Eswatini, qui est pas loin du Lesotho, mais qui n'a pas de frontière commune avec le Lesotho. Donc voilà les trois royaumes souverains d'Afrique. Donc 2 royaumes en Afrique australe, l'Eswatini ex-Swaziland et le Lesotho. Le Lesotho est un peu plus grand que l'Eswatini. Alors le Lesotho défraie rarement l'actualité, et rares sont ceux qui pourraient le situer sur une carte. C'est pour ça que j'ai distribué des cartes. Alors sur la première page de votre document, en haut de la première page, j'ai mis une carte de l'Afrique du Sud. En jaune, c'est l'Afrique du Sud. Et à l'intérieur de l'Afrique du Sud, vous voyez 2 taches grises qui sont ces 2 fameux royaumes du Lesotho et du Swaziland. Vous constaterez que le Swaziland n'est pas complètement enclavé puisqu'il a une frontière avec le Mozambique. Et je dois même dire que je connais davantage le Swaziland que le Lesotho parce que quand je travaillais à Maputo, j'allais souvent, vous voyez Maputo c'est tout près, j'allais souvent au Swaziland pour les week-ends, pour faire des courses parce qu'on trouvait davantage de choses au Swaziland qu'au Mozambique à l'époque. Et puis ça, pour changer un peu, pour passer un week-end en altitude, dans la verdure, ça changeait un peu de la grande ville de Maputo. Alors le Lesotho, comme vous pouvez le voir sur cette carte, est complètement enclavé. Il y a quelque temps, j'avais fait sur la terrasse, à la belle saison, une conférence sur la République de San Marino, Saint-Marin. C'est un autre cas de république, d'État indépendant, complètement enclavé dans un autre. Dans le cas de San Marino, c'est l'Italie. Je pourrais citer aussi le Vatican, qui est complètement enclavé également en Italie. Eh bien, le Lesotho est dans le même cas de figure. Ce sont les 3 seuls exemples, encore le chiffre 3, les 3 seuls exemples de pays indépendants complètement enclavés dans un autre et sans accès à la mer. Parce que souvent on me dit oui, Monaco aussi. Ben non, Monaco non, puisque Monaco a une frontière avec la France, mais il a aussi une frontière maritime. Il a un accès à la mer, ce qui n'est pas le cas de San Marino, ce qui n'est pas le cas du Vatican,
Le Vatican, il n'atteint même pas le Tibre. Et il est pas loin du Tibre, mais il n'atteint pas le Tibre. Et le Lesotho est très loin de la mer, très loin. Je le sais pour avoir fait la route. C'est très loin. Donc voilà quelque chose qui rend ce pays très atypique. Et les ignorants qui ont vaguement entendu parler du Lesotho sont complètement convaincus que ça fait partie de l'Afrique du Sud. Mais non, pas du tout. Alors le Lesotho a une superficie de 30 355 km², soit presque exactement la même superficie que la Belgique. C'est pas San Marino, hein, San Marino 61 km². Là, 30 355 km². C'est donc un pays important en taille qui est à l'intérieur d'un pays beaucoup plus vaste, la République d'Afrique du Sud. Alors, l'autre particularité de ce pays, c'est l'altitude. En fait, quand on vient par la route d'Afrique du Sud, le Lesotho, on le voit de loin, parce que le Lesotho est en haut. C'est un point commun avec San Marino aussi. Quand on vient de Rimini, on voit San Marino de loin, mais à une échelle beaucoup plus grande. C'est le cas également pour le Lesotho, parce que le Lesotho est en haut et l'Afrique du Sud est en bas. Je résume, hein, je fais ça à grands traits. Ce n'est pas tout à fait exact dans la partie est, parce que la chaîne de montagnes qui se trouve au Lesotho, elle est sur son autre versant en Afrique du Sud. C'est la chaîne du Drakensberg, la montagne du dragon, Drakensberg. C'est la plus importante chaîne de montagnes d'Afrique du Sud et du Lesotho. Alors, c'est un des pays les plus hauts au monde, parce qu'il n'y a aucune partie de son territoire qui se trouve à moins de 1400 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Aucune partie de son territoire est à moins de 1400 mètres d'altitude. Le Lesotho est donc le seul pays au monde dont la totalité du territoire se trouve au-dessus de 1000 mètres. Parce que vous allez me dire, ah, le Népal, le Bhoutan, la Bolivie, ben non. Effectivement, les trois pays que je viens de citer ont certainement des montagnes plus hautes que le Lesotho, mais ils ont aussi des parties de leur territoire qui sont beaucoup plus bas. Tandis que le Lesotho est entièrement au-dessus de 1400 mètres. Le point le plus bas du pays, c'est le confluent entre le fleuve Orange. Vous avez entendu parler du fleuve Orange, je suppose, qui a donné son nom à l'État libre d'Orange, qui est une province d'Afrique du Sud maintenant. Donc le confluent entre le fleuve Orange et la rivière Makaleng. Alors, le climat est de type continental tempéré. Alors cette montagne où se trouve le Lesotho est elle-même sur un plateau, un haut plateau, parce que les plaines qui entourent le pays qui se trouve en Afrique du Sud sont déjà sur un haut plateau. Hein, et c'est une montagne sur un haut plateau. Donc ça crée un climat assez particulier, parce que le pays est soumis à plusieurs influences différentes. Le courant chaud en provenance de l'océan Indien et le courant qu'on appelle le courant de Benguela, du nom d'une ville angolaise, qui lui vient de l'océan Atlantique, puisque la pointe de l'Afrique se trouve est bordée par l'océan Indien et l'océan Atlantique. Donc de cette situation, il en résulte de grandes variations en matière de précipitations et de température, bien sûr. Et le réchauffement climatique a rendu ces conditions climatiques particulières encore plus imprévisibles, et le Lesotho a connu de manière plus fréquente des périodes de sécheresse et de mauvaises récoltes ces dernières années. Alors l'été, c'est quand l'été? C'est de décembre à février. Hein? Et en été, les températures maximales oscillent autour de 27-28 degrés pendant la journée. Parce que le soir, vu l'altitude, il fait malgré tout frais. Si vous allez en vacances au Lesotho, emmenez quand même un petit lainage pour les soirées et pour les nuits, même l'été.
Alors, le mois le plus chaud, c'est le mois de décembre. Noël. Et oui, c'est l'été, l'hiver austral. Alors, l'été est la saison la plus pluvieuse. Et les minimales, les minimales sont aussi autour de zéro. Et en altitude, fréquemment en dessous de zéro. Ce qui est rare en Afrique, quand même. Et les maximales sont autour de 16-19 degrés en été. En été, donc en hiver, pardon, en hiver, mais qui correspond à l'été pour nous, il fait, malgré tout, il y a beaucoup de soleil, parce que c'est la saison sèche. Pendant l'été, c'est-à-dire pendant l'hiver pour nous, il fait plus chaud, mais il pleut tous les jours. Mais contrairement à certains autres pays que j'ai pu connaître en Afrique ou en Asie, c'est des pluies relativement brèves, ce qui fait qu'il est très rare qu'il y ait une journée complètement sans soleil. C'est pour ça que pour aller en vacances au Lesotho, je recommanderais malgré tout d'y aller en hiver, qui correspond en hiver pour nous, qui correspond à l'été pour là-bas, et qui a des températures agréables, même s'il pleut beaucoup, mais le soleil apparaît quand même. Voilà. La capitale du pays s'appelle Maseru. Il tombe 775 mm de pluie par an, dont plus de 95 mm de novembre à mars. Tandis qu'en hiver, les précipitations se font rares. L'hiver est donc la saison la plus sèche, comme je l'ai dit, et, chose encore une fois exceptionnelle en Afrique, il neige au Lesotho. Il n'est pas rare, pendant l'hiver, de voir la capitale sous la neige. Bon. En hiver qui est l'été pour nous. L'hiver austral. Mais ça, c'est commun à toute l'Afrique australe. Hein. À Johannesburg, il neige régulièrement. Bon, ça, c'est quelqu'un qui m'appelle sur je ne sais quelle application. Je vais le couper tout de suite. Excusez-moi pour la nuisance. Voilà, c'est fait. Donc, oui, c'est impressionnant de voir les rues de la capitale sous la neige. Mais en montagne, il neige encore plus. Alors là, il y a même une station de ski que je vous ai mis d'ailleurs, l'unique station de ski, je vous l'ai mis en avant-dernière page en haut. Vous voyez la station de ski du Lesotho. Voilà. Dans le même massif, il y a d'autres stations de ski, mais côté sud-africain, de l'autre côté, hein, sur l'autre versant, sur le versant nord. Montagneux et peu étendu, le Lesotho fait partie des pays les moins peuplés d'Afrique, avec seulement 2 millions d'habitants. Mais sur un territoire qui a la même superficie que la Belgique. La Belgique compte au moins une quinzaine de millions d'habitants, je crois. Hein. Alors, à titre anecdotique, en français, les habitants du Lesotho sont appelés les Lesotiens et les Lesotiennes. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Moi, je dis les Basotho ou alors un Musoto. J'utilise quand même l'appellation locale. Je n'ai jamais entendu quiconque parler de Lesotiens et de Lesotiennes, mais bon. Alors, la langue, c'est le Sesotho. Le C, qui est avant Soto, c'est le préfixe qui indique qu'on parle d'une langue. Donc, le Sesotho, c'est la langue des Soto. Mais attention, c'est la version sudiste de la langue Sesotho. Parce que vous verrez tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi, que le Lesotho a perdu une partie de son territoire et que dans la partie qui fait maintenant partie de l'Afrique du Sud et qui va quasiment jusqu'au Botswana, on parle une autre version du Sesotho qui est la version nordiste. Mais on se comprend entre sudiste et nordiste. Donc le Sesotho est l'une des deux langues officielles du royaume du Lesotho, qui est également parlée en Afrique du Sud. C'est une langue bantoue, comme beaucoup d'autres langues de la moitié sud de l'Afrique. Et alors, particularité à nouveau, il y a beaucoup de particularités au Lesotho, c'est l'une des premières langues écrites en caractère latin d'Afrique subsaharienne.
Cela grâce à l'action des missions protestantes et catholiques. Et de ce fait, en Sesotho, il y a une littérature très riche. Le premier roman africain en langue africaine, dans une langue africaine, c'était un roman écrit par un Moussoto, donc par un écrivain Moussoto, et c'était vers la fin du 19e siècle. Donc c'est quand même très ancien. Et il avait été imprimé à l'époque sur les presses d'une mission chrétienne. Traduit dans d'autres langues? Oh, je suppose qu'il a été traduit en anglais, je suppose. Mais en tout cas, il a été publié en langue Sesotho. Pour les Sotho, il n'y a qu'une seule véritable ville, qu'on peut vraiment appeler ville, avec Aujourd'hui, il y a quelques feux rouges, autrefois il n'y en avait pas, enfin avec des croisements, avec des ronds-points, avec des grandes surfaces, avec des stations de bus, oui, tout à fait. C'est Maseru, la capitale. Alors, encore une particularité, Maseru est à 1600 mètres d'altitude. Donc elle n'est pas complètement en bas du pays. Hein. Je vous ai dit que le plus bas c'est 1400. Mais 1600 mètres, c'est déjà assez haut. Et ça en fait une des capitales les plus élevées d'Afrique. Bon, peut concourir dans cette catégorie Addis Abeba et peut-être Kigali au Rwanda. C'est dans le même ordre. Alors l'air est plus pur, là, à 1600 mètres? Ah ouais. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un des endroits les plus bas du pays, donc plus tu montes, plus l'air est pur, bien sûr. C'est comme en Corse. Alors j'ai dit que c'était la seule ville du pays, mais c'est loin d'être une grande métropole. Elle compte aujourd'hui environ 350 000 habitants. Alors, comme la Corse. Oui, toute la population de la Corse dans une ville, Maseru. Mais le centre-ville est tout petit. Hein, le centre-ville où on voit encore l'architecture coloniale, c'est tout petit. Vous voyez une photo sur la même page que la station de ski du centre-ville de Lesotho, de Maseru, pardon, avec le bâtiment de l'office du tourisme et il y a quelques restaurants et autres, qui a la forme de ce chapeau. Ça, c'est le chapeau traditionnel, le chapeau traditionnel des Basotho. Voilà. Vous voyez, le bâtiment, il a la forme d'un chapeau. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce que ça représente? Ben, regardez-le. Voyez. Ah, c'est ouais. pareil. Et ça figure également sur le drapeau que vous voyez en page, deuxième page. Vous avez le drapeau du Lesotho avec le chapeau au milieu. Donc ce chapeau conique et coloré est vraiment l'emblème national du pays. Vous pouvez le faire circuler si vous voulez. Et après, je le ferai circuler. N'oubliez pas la conférence. Oui. C'est pour se protéger du soleil? Bah, ça fait partie du vêtement traditionnel. Oh, mes femmes. Oui, oui, oui. oui. Ça fait un peu asiatique. Ça ressemble au chapeau vietnamien. Mais il est solide. C'est quelqu'un qui veut venir? Non, non, c'est un appel du Brésil. Et, ah bon? Je vais lui... C'est pas mal, hein? Ça doit bien protéger du soleil. De la vannerie. Oui, oui, c'est self-service. Donc, Maseru, 350 000 habitants. Quand on compare à Kinshasa, la capitale de la RDC, qui a 17 millions d'habitants, la métropole, l'agglomération et la ville, 17 millions d'habitants, 350 000 habitants, pour le standard africain, c'est une petite ville. Hein. Bon, c'est plus grand que Bastia, certes. Maseru a été fondé par les Britanniques en 1869. Et à l'origine, c'était un camp de policiers, tout simplement. Un camp de policiers britanniques qui est devenu... bon, après, des commerçants sont venus autour, ça s'est développé, c'est devenu une ville. Alors, particularité de Maseru, c'est que c'est sur la frontière. Il y a une rivière qui s'appelle... Une rivière très encaissée. Je me rappelle, quand on vient en voiture d'Afrique du Sud, on descend l'escarpement et le poste frontière est avant le pont et l'autre poste frontière est de l'autre côté du pont. Et c'est une rivière très encaissée. Voilà. Et de l'autre côté, donc, c'est le Lesotho. C'est l'entrée principale dans le pays. Il y a d'autres postes frontières, bien sûr, mais la plupart des voyageurs rentrent par Maseru. Donc la capitale est sur la frontière.
Alors, et de l'autre côté de la frontière, côté sud-africain, ce sont les territoires perdus du Lesotho. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vous renvoie à la page... cette page-là, voilà, cette page-là, vous voyez le Lesotho ici, Oui. et en rose foncé, Ah, voilà. en rose foncé, c'est le territoire historique du... Enfin, c'est toute la région où on parle le Sesotho du Sud. Voilà. Et en rose clair, c'est toute la région où on parle le Sesotho du Nord. Et sur la carte en dessous, Oui. vous voyez le Lesotho avec une zone en couleur rosée. C'est les territoires que le Lesotho a perdus lors de l'imposition du protectorat britannique et qui maintenant font partie de la République d'Afrique du Sud, qui font partie de ce qu'on appelait autrefois l'État libre d'Orange. Donc, cette caractéristique de pays de montagne font qu'on a surnommé le Lesotho le royaume dans le ciel, the kingdom in the sky. Ce sont ces montagnes qui ont permis au Lesotho de sauvegarder son indépendance et son identité. Car même s'il a dû accepter un statut de protectorat britannique entre 1868 et 1966, donc presque un siècle, il n'a jamais été incorporé à l'Afrique du Sud qui l'entoure. Maintenant, je vais mettre un petit bémol, parce que, en fait, il était prévu de l'incorporer. Lorsque les Anglais ont consolidé leur emprise sur la région et qu'ils ont imposé des protectorats sur le Lesotho, sur le Swaziland et sur le Bechuanaland, c'est-à-dire le Botswana actuel, il était prévu qu'à moyen terme, ces territoires rejoindraient ce qu'ils avaient appelé l'Union sud-africaine, qui a été créée en 1910. Mais en 1948, le Parti national sud-africain, qui est un parti blanc, afrikaneur, raciste, a été élu, il y avait que les blancs qui votaient bien sûr, et il a imposé sa politique d'apartheid. Donc les dirigeants de l'Afrique du Sud n'avaient pas du tout envie d'augmenter la population noire en Afrique du Sud. Déjà, ils cherchaient à mettre les Noirs sud-africains dans des bantoustans, c'est-à-dire des sortes de réserves séparées de l'Afrique du Sud. C'est ce qu'ils appelaient le développement séparé. Donc, bien sûr, ils n'avaient aucune envie de voir le Lesotho, le Swaziland et le Botswana, qui étaient des pays à grande majorité, complètement africains, rejoindre l'Afrique du Sud. Donc ça explique un peu pourquoi on a cette incongruité géographique et politique de voir un pays indépendant au milieu d'un autre pays. Alors le Lesotho a vraiment une histoire à part, et cela à plus d'un titre. Les premiers habitants du pays, ce sont les San. Alors San, S-A-N. Qu'est-ce que c'est que les San? C'est ce que vous connaissez certainement sous le nom de Bushmen. Les Bushmen qui sont ces petits hommes plutôt à la peau plutôt jaune, je dirais, et qui sont des nomades, des cueilleurs, chasseurs, qui vivent essentiellement dans le désert du Kalahari aujourd'hui, mais qui autrefois peuplaient toute l'Afrique australe. Et petit à petit, avec l'arrivée des Bantous qui sont venus du nord, de l'Afrique centrale, on dit que les Bantous venaient en fait à l'origine de l'actuel Cameroun, et ils ont peuplé tout le cône sud de l'Afrique, et ils ont repoussé petit à petit les San. Certains ont été exterminés, d'autres sont partis toujours plus loin dans les endroits les plus inhospitaliers, le désert du Kalahari, et puis ils se sont mélangés aussi, bien sûr. Ce qui fait que les habitants du Lesotho, d'une manière générale, beaucoup sont très clairs de peau. On voit qu'il y a eu du métissage avec les San qui étaient là avant les Bantous. Alors, le peuple Basotho, c'est une ethnie bantoue qui est originaire de l'Afrique centrale et qui appartient donc à la grande famille des peuples bantous. Et elle s'est installée dans la région, je ne vais pas dire le Lesotho, mais la région où on parle le Sesotho, vers le XVIe siècle.
le véritable père fondateur du royaume. C'est le roi Moshoeshoe Ier. Alors Moshoeshoe Ier, en dernière page, je vous ai mis son portrait de l'époque. Ah, sur le billet. Non, non, pas sur le billet. Est-ce qu'il y est ou pas, Moshoeshoe? Elle est là. Le voilà. En haut, avec un chapeau haut de forme. Alors Moshoeshoe Ier régna de 1800 à 1870. 70 ans de règne. Alors d'abord, pour expliquer l'histoire de Moshoeshoe, qui est vraiment très intéressante, il faut resituer le contexte général. À cette époque, le 19e siècle, ça a été l'époque, ça a été le chaos en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, pardon. Le chaos du fait des guerres zoulous. Les Zoulous, à l'origine, c'était une toute petite tribu, mais une tribu de guerriers et d'éleveurs de vaches. Et sous la direction d'un chef hors du commun qui s'appelait Shaka Zoulou, qu'on a surnommé le Napoléon africain, eh bien, il a mené, Shaka Zoulou, une guerre de conquête et d'extermination. Et ça a provoqué la fuite de très nombreux peuples dans toutes les directions. Ça a provoqué l'éradication de certaines ethnies qui ont été totalement éradiquées. Et ça a provoqué, parce que quand les Zoulous éradiquaient, ils conservaient les filles et les femmes qu'ils distribuaient aux guerriers valeureux. Donc, certaines de ces tribus qui ont disparu ont en fait été absorbées par le petit peuple zoulou, qui est devenu un grand peuple, et qui est aujourd'hui le peuple le plus important d'Afrique du Sud, entre autres. Hein, la plus grande ethnie d'Afrique du Sud, c'est le peuple zoulou, mais donc qui s'est formé par la conquête. Quand Shaka Zulu est mort, certains de ses généraux, même avant sa mort d'ailleurs, se sont rebellés, sont partis, ont migré vers le nord pour créer d'autres royaumes, et donc d'autres tribus, entre guillemets, se sont formées. C'est le cas par exemple des Ndébélé, que l'on trouve au Zimbabwe, au sud du Zimbabwe, les Ndébélé. Les Ndébélé ne sont autres qu'une branche des Zoulous qui a fait sécession. On parle aussi des Ngoni, qu'on retrouve jusqu'au Malawi. Les Ngoni sont aussi une branche des Zoulous qui ont fait sécession et qui ont migré dans une autre direction. Donc les Zoulous, au XIXe siècle, ont été un empire très puissant. D'ailleurs, on en sait quelque chose, puisqu'ils ont tué notre prince impérial, Napoléon IV, le fils de Napoléon III, qui est mort sous l'uniforme britannique lors d'une escarmouche avec les Zoulous. Et il y a encore un mémorial à l'endroit où il a été tué. C'est pas au Lesotho, c'est en Afrique du Sud. Mais c'est pas très loin du Lesotho. Alors, ce chaos invraisemblable créé par l'expansionnisme zoulou a fait que des morceaux de tribus ont fui, et certaines ont fui vers des montagnes pour se réfugier dans les montagnes. Et certains morceaux de tribus sont arrivés dans le massif du Drakensberg, où régnait le roi Moshoeshoe sur les Basotho. Et Moshoeshoe a été très intelligent parce qu'il les a accueillis. Il les a tous accueillis et ils se sont intégrés à la nation Basotho. Donc encore un mélange. La population Soto actuelle, c'est le résultat de l'hospitalité de Moshoeshoe Ier envers les réfugiés, qu'on n'appelait pas réfugiés à l'époque, qui avaient fui les tueries perpétrées par Shaka Zulu. Donc, en haut de la montagne, ils étaient en sécurité. Ça nous fait un peu penser à nos histoires de villages corses, construits en altitude pour se protéger des invasions barbaresques. Alors, à titre indicatif, Shaka Zulu, que j'ai évoqué, c'est donc le fondateur de l'Empire des Zoulous. Il a régné, il a vécu de 1787 à 1828. Donc, c'est un contemporain de Moshoeshoe Ier. Tous ceux qui s'opposaient à sa volonté de puissance et de conquête du bétail, parce que j'ai oublié de vous parler des vaches, ce sont des éleveurs de vaches, étaient anéantis ou intégrés de force au sein de la nation Zoulou. Bien des ethnies disparurent à l'époque,
Face au danger que représentait l'expansion belliqueuse des Zoulous, Moshoeshoe, chef des Basotho, rassembla son peuple et le mit à l'abri dans les hautes montagnes. Il eut aussi l'intelligence d'accueillir et d'intégrer les réfugiés et les groupes épars fuyant l'avancée des Zoulous. C'est ainsi que naquit le royaume du Lesotho. À partir de 1840, Moshoeshoe Ier eut à faire face à de nouveaux ennemis, eux aussi puissants. Il s'agissait des Boers. Vous savez ce que c'est que les Boers? Ce sont une population d'origine européenne, d'origine néerlandaise, mais aussi un peu française, les protestants français, mais qui ne parlaient pas français, hein, qui parlaient le néerlandais, qui a évolué sur place et qui est devenu une langue à part, qu'on appelle l'Afrikaans, voilà, mais qui est un dialecte, je dirais, du néerlandais. Plus simple, c'est plus simple que le néerlandais. Ils ont simplifié la grammaire et l'écriture. Alors, ces Boers, c'était donc des colons d'origine hollandaise, et vous avez entendu parler du Grand Trek. Ils fuyaient en fait eux-mêmes l'arrivée des Britanniques, hein, et ils sont partis vers le nord avec leurs chariots. Ça fait penser un peu aux histoires du Far West, hein, avec leurs chariots vers le nord. Et ils étaient à la recherche de nouveaux territoires. Et pour cela, mais eux, c'était des agriculteurs et des éleveurs. Et pour cela, donc, ils n'ont pas hésité à attaquer le Lesotho à plusieurs reprises afin de s'emparer de nouveaux territoires. 3 guerres opposèrent les Basotho aux Boers en 1858, en 1864 et en 1867. Le courage du peuple des montagnes ne permit cependant pas de résister aux armes modernes des colons, et le Lesotho perdit 50% de ses terres agricoles situées à l'ouest du pays. Le territoire gagné par les Boers, que je vous ai montré sur la carte tout à l'heure, fut rattaché à l'État libre d'Orange, qui constitua par la suite l'une des provinces de l'Afrique du Sud. Donc, ce que je viens de dire là, c'est très important, parce que le Lesotho a perdu l'essentiel de ses terres arables, l'essentiel. De ces grandes plaines, il les a perdues. Il ne lui reste plus que la montagne. C'est pour ça que le pays est en hauteur. En 1868, face à l'expansionnisme boer, Moshoeshoe Ier n'eut d'autre choix que de faire appel aux Britanniques. En vertu du vieil adage, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais en contrepartie de l'aide britannique, le roi dut accepter l'imposition d'un protectorat, ce qui lui sembla sans doute être un moindre mal. Le protectorat du Basutoland, c'est ainsi que les Britanniques l'ont appelé, le protectorat du Basutoland prit fin en 1966, lorsque le pays recouvra son indépendance sous le nom de Royaume du Lesotho. Je vais quand même vous le dire en langue locale, c'est le Mousso wa Lesotho, Royaume du Lesotho. Alors, en dépit de cette empreinte britannique, et c'est une autre particularité, décidément il y en a des particularités, le Lesotho a connu une très forte influence française. Il n'a jamais été colonisé par la France, c'était loin de la zone d'expansion française, mais il a été très influencé par les Français, non pas par la France, mais par les Français, du fait des missionnaires protestants et ensuite catholiques. Donc il y a une double empreinte française au Lesotho, protestante d'abord et ensuite catholique. Et de cela très tôt, beaucoup plus tôt qu'ailleurs en Afrique. En 1822, la Société des missions évangéliques de Paris, qu'on appelle la SMEP, fut créée. C'était une société missionnaire protestante. Elle ouvrit de nombreuses missions protestantes en Océanie et en Afrique. Mais son champ d'action le plus important fut sans conteste le Lesotho. De nombreux missionnaires protestants français passèrent leur vie dans ce pays et certains y jouèrent un rôle important. En fait, je peux même vous le dire, hein, la rumeur veut, et je pense que c'est plus qu'une rumeur, que les protestants, bien sûr, cherchaient à convertir le roi et ils rêvaient
de faire du Lesotho un royaume régi par la loi chrétienne, par une sorte de théocratie protestante, une sorte de Genève africaine, ou une Hollande africaine, où le peuple serait soumis au commandement chrétien, à la religion chrétienne, mais version bien sûr rigoriste protestante. Je vais vous citer quand même quelques-uns de ces missionnaires. On peut évoquer le souvenir de précurseurs tels que les pasteurs, alors je vais commencer par lui, Thomas Arbousset. Alors Thomas Arbousset, il est né à Pignan en 1810. Vous connaissez Pignan? Dans le Var, ouais. Oui. Non. Non, pas dans le Var. Mauvaise pioche. Voilà. Et il est mort en 1877. Pignan est une petite ville située dans l'est du département de l'Hérault. D'accord. Voilà. Un autre. On pourrait citer, il y a peut-être plusieurs Pignans en France, Ouais. c'est possible. à côté de On Toulon. connaît celui de... On pourrait citer aussi Constant Gosselin, Tiens. né en 1800, mort en 1872, qui lui, avant d'être missionnaire, était maçon. Maçon, pas franc-maçon, hein, maçon. Et il a construit beaucoup de choses au Lesotho. Il a construit les missions. Et il est donc devenu missionnaire protestant. Il est né à Marieux, IEUX, qui est un tout petit village situé dans le département de la Somme. Et il est né dans une famille catholique. Il se convertit au protestantisme après la lecture du Nouveau Testament. Et en 1832, il a été envoyé en tant que pasteur et missionnaire au Lesotho. Et enfin, peut-être le plus célèbre, Eugène Casalis. Eugène Casalis est né à Orthez en 1812. Vous savez où c'est Orthez? Et il est mort à Paris en 1891. Alors Orthez est une petite ville située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à 47 km de Pau. Il a été missionnaire au Lesotho de 1833 à 1856. Donc cette SMEP est arrivée au Lesotho en 1833. C'est à Morija qu'ils fondèrent leur première mission, le 9 juillet 1833. Cette mission existe encore. On peut d'ailleurs y visiter un très intéressant petit musée. Casalis devint une sorte de conseiller politique et diplomatique officieux du roi Moshoeshoe. Ces premiers missionnaires protestants assurèrent la formation d'un nombre important de catéchistes Basotho. Ils créèrent l'enseignement primaire dans le pays. On citera aussi le pasteur François Coyard, COI2LARD, qui est né à Asnières-les-Bourges. Et Asnières-les-Bourges, de nos jours, c'est une fraction de commune. C'est plus une commune, c'est une fraction de commune située à 5 km au nord du centre-ville de Bourges. Il est né en 1834 et il est mort à Léalouï, qui est situé au barreau de Ceyland, dans l'actuelle Zambie. En 1904, il est mort. Il a été missionnaire au Lesotho de 1857 à 1866, puis au barreau de Ceyland. Et arrivant au Lesotho en 1857, il tenta d'effectuer une médiation entre les Basotho et les Boers. Il fonda une mission à Léribé, qui existe encore de nos jours. Les Boers l'en chassèrent en 1866, mais il put y revenir après l'imposition du protectorat britannique. L'action précoce de ces protestants français et leur souci de former des cadres locaux permit à de nombreux Basotho de recevoir une éducation à l'occidentale d'un niveau assez élevé, fait assez exceptionnel pour l'époque en Afrique. Ils dispensèrent leur enseignement en Sesotho, la langue locale. Donc tous les Français dont je viens de parler avaient appris, bien sûr, et ils pratiquaient le Sesotho. Et cette langue, ils l'avaient préalablement transcrite en caractère latin lorsqu'ils eurent à traduire la Bible. La Bible. Cette particularité fit que le Lesotho donna naissance aux premiers écrivains d'Afrique subsaharienne. Les premiers romans en langue locale sortirent des imprimeries de la mission protestante
dès la fin du XIXe siècle. Passons maintenant aux catholiques. Les missionnaires catholiques français arrivèrent au Lesotho en 1862, donc à peu près 30 ans après les protestants, bien après donc leurs homologues protestants. Les missionnaires protestants ont d'ailleurs été très mécontents de voir les catholiques arriver. Ils ont fait pression sur le roi Moshoeshoe pour qu'il ne les autorise pas, mais ils ont échoué parce qu'ils rêvaient de créer un État purement protestant. Ça n'a pas marché et ils ne comprenaient pas que Moshoeshoe ait pu donner l'autorisation aux catholiques et ensuite aux anglicans de s'établir dans son pays. Mais Moshoeshoe, vous l'avez compris, c'était quelqu'un d'accueillant, qui accueillait tout le monde. En effet, les missionnaires calvinistes travaillaient à l'établissement d'une église Soto unique et l'arrivée de missionnaires chrétiens d'autres obédiences risquait de mettre à mal leurs grands rêves. Ce sont les Oblats de Marie Immaculée qui, après avoir débarqué au Natal en 1851, fondèrent les premières missions catholiques au Lesotho. Alors le Natal, c'est la province sud-africaine qui est autour de Durban, le grand port de l'océan Indien, que vous voyez sur la première page de votre document. C'est frontalier du Lesotho. Alors qu'est-ce que c'est que les Oblats de Marie Immaculée? C'est une congrégation cléricale missionnaire de droit pontifical qui se consacre principalement aux missions et qui a été fondée à Aix-en-Provence le 25 janvier 1816 par saint Eugène de Mazenod. Ah oui, on est à Mazenod. Je vais y revenir à Mazenod. Je vais y revenir. La plus célèbre et plus importante de ces missions catholiques au Lesotho s'appelle Rome. Roma. Rome. Mais Sans A à la fin. avec un A à la fin. Ah oui, Rome. Fondée en 1862. 3 séminaires et plusieurs noviciats furent créés à Rome. En 1945, une université catholique y fut même créée. Elle constitua l'embryon de la future Université nationale du Lesotho, fondée à Rome en 1975. Les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux arrivèrent à leur tour. Alors qu'est-ce que c'est que les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux? C'est une congrégation religieuse fondée par le père Pierre Bienvenu Noailles à Bordeaux en 1820. Ces missionnaires catholiques créèrent de nombreuses écoles et œuvres de charité dans le pays. Aujourd'hui, 30% de la population est catholique. Il est amusant de noter que la petite ville du Lesotho, où se trouve l'aéroport international, se nomme Mazenod. Donc si vous allez en avion au Lesotho, vous vous poserez à Mazenod, qu'on prononce Mazenod, bien sûr, en anglais. Elle fut nommée ainsi en l'honneur d'Eugène de Mazenod, évêque de Marseille et fondateur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, congrégation qui, nous l'avons vu, joue un rôle important dans le pays. Alors, petite note biographique au sujet d'Eugène Mazenod, il vécut de 1782 à 1861 et il a été canonisé par le pape Jean-Paul II en 1995. Donc c'est un saint relativement récent. Du fait de l'action de ces missionnaires protestants français à partir de 1833, ainsi que de celle des missionnaires anglicans et catholiques, le christianisme s'est bien implanté et est largement majoritaire, à peu près 90% de la population. Et sur ces 90%, vous avez 30% de catholiques, 30% de la population totale. Donc ça fait, je dirais, à peu près un tiers des chrétiens. Les autres se répartissent entre calvinistes et anglicans. C'est tout, il n'y a pas d'autres religions. Alors, oui, mais des gens originaires d'ailleurs. Il y a effectivement, il y a même des juifs. Hein. Il y a quelques juifs qui vivent au Lesotho. Il y a quelques hindous qui vivent au Lesotho, des commerçants. Quelques musulmans, là aussi, originaires du sous-continent indien. Voilà. Les athées, c'est assez rare. Hein. Les athées, on n'en trouve pas beaucoup en Afrique. Le poids de l'Église catholique est lié à son implication dans l'éducation. Plus de 75% des écoles primaires et secondaires sont gérées par des catholiques. De nombreuses cérémonies religieuses chrétiennes intègrent des éléments empruntés à la culture locale traditionnelle, à travers les chants, les percussions et les costumes. C'est ce qu'on appelle, dans l'Église catholique, l'inculturation.
Vous avez connu ça au Malawi. Ouais. Les paysages grandioses du Lesotho en font un pays également à part. Le relief très accidenté est creusé de vallées encaissées, formant parfois de véritables canyons, avec des chutes d'eau, des grandes cascades. Et une grande partie du pays est difficilement accessible. En fait, quand j'y suis allé pour la première fois en 1995, toute la moitié est du pays était totalement inaccessible en voiture, parce qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait que des pistes défoncées, et pour aller dans l'est du pays, dans la partie la plus haute du pays, il fallait prendre l'avion. Il y avait des petits vols intérieurs. Ça s'est beaucoup amélioré, on y reviendra. Il y a une vingtaine d'années, enfin une trentaine d'années plutôt, puisque ça remonte à 30 ans, mon premier séjour, toute la moitié orientale du royaume n'était accessible qu'à cheval ou en avion. Alors le cheval, c'est une des choses qui m'a frappé au Lesotho, c'est qu'on voit les Basotho, les éleveurs, les bergers, ils sont tous à cheval. Et c'est assez surprenant, on se croirait vraiment en dehors de l'Afrique, parce qu'on voit ces Basotho, où est mon chapeau, avec leur chapeau sur la tête, recouverts d'une couverture, parce qu'il fait froid. Donc ça fait un peu presque Amérique latine, je dirais. Hein. Ça fait, on dirait un poncho, ces couvertures colorées, très colorées, et à cheval. Donc c'est vraiment dépaysant. Pour moi qui venais du Malawi à l'époque, j'ai été vraiment très dépaysé. Donc ces cavaliers, vêtus d'une couverture de laine multicolore, coiffés du célèbre large chapeau conique, ont une apparence étrange, très inattendue en Afrique. Ce chapeau bizarre est d'ailleurs devenu le véritable symbole du pays, et il figure au centre du drapeau national. Les montagnes du Lesotho rappellent quelque peu le Far West américain, avec des pentes rocheuses escarpées et dépourvues de végétation, et des gorges souvent vertigineuses. L'absence d'arbres donne parfois un aspect quelque peu lunaire à ces paysages. Il n'y a pas de grande forêt au Lesotho. Alors maintenant, parlons du problème principal du Lesotho, c'est l'érosion. C'est l'un des principaux problèmes auxquels le pays doit faire face. Elle dégrade les terres arables, déjà peu abondantes. Pendant la saison des pluies, les eaux devenues furieuses arrachent tout sur leur passage. Et les rivières, transformées en torrents impétueux, emportent la bonne terre vers l'Afrique du Sud. Donc, les pluies torrentielles fertilisent l'agriculture des bourgs dans le Transvaal. C'est ça qui est terrible. C'est que vu que le Lesotho est en hauteur, les bonnes terres descendent en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est située plus bas que le Lesotho. Une plante unique est devenue l'emblème national. Elle se rencontre sur ces montagnes. C'est l'Aloès spirale. Il est protégé car en voie de disparition. Il est caractérisé par l'implantation hélicoïdale de ses feuilles. Chaque nouvelle feuille apparaît au centre et repousse sa voisine à l'extérieur, vers l'extérieur. Donc, cherchez sur Internet Aloès spirale, une plante très étrange. Le dépaysement est garanti aux visiteurs s'ils s'éloignent de Maseru, bien sûr. Parce que Maseru, ce n'est pas le vrai Lesotho. C'est la ville, ça ressemble à d'autres villes. Hein. Il faut s'enfoncer dans l'intérieur du pays, ce que j'ai fait à chacun de mes séjours. Au détour d'une route, il croisera sans doute un groupe de jeunes bergers revêtus de leur couverture de laine bariolée, attentifs à leurs troupeaux de chèvres ou de vaches. Il traversera de pittoresques hameaux, accrochés à des éperons rocheux. Et là, je vous demande d'aller voir la photo qui se trouve en dernière page, la photo du bas. Voilà une maison traditionnelle. Ah, voilà. Oui, je crois que c'était une église. Oui, Non, en bas, la dernière photo. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas la dernière? Non, attends. Oui, Ça, en bas, en dessous des billets de banque. L'avant-dernière banque. L'avant-dernière. L'avant-dernière. C'est la dernière feuille, mais c'est l'avant-dernière Oui. page. Donc, ces maisons, Voilà. Oui. ces maisonnettes en pierre, qui sont rondes comme des huttes africaines normales, hein, si je puis dire, elles m'ont fait beaucoup penser à nos paillades, C'est vrai. les abris de bergers des montagnes corses, Ah, oui. car elles sont construites
elles aussi, comme les payas de Corse, avec des paies mûres de pierre. Ces hautes vallées encaissées et rocheuses du Lesotho ont parfois un petit air de Jurassic Park, avec leurs nombreuses empreintes de dinosaures fossilisés. Ah bon? Quelles ne furent pas ma surprise et mon émotion lorsque je découvris, à proximité d'une rivière de montagne, les empreintes laissées par une mère et son petit, que l'on eût pu croire laissées la veille. Les deux animaux avaient certainement dû aller se rafraîchir à la rivière, et en remontant, leurs traces s'étaient imprimées dans la boue pour l'éternité. Eh oui, Mais vraiment, on aurait dit qu'ils étaient passés la veille. Ça m'a beaucoup impressionné. Comment elle s'appelle déjà les Pardon? la maisonnette. Comment quel nom ça? Oh, on appelle ça des rondavelles. Ah voilà. les rondavelles. En anglais, rondavel, et je crois qu'en français, il y a une version française, on dit Les rondavel. murons. C'est le nom qui Ça désigne me une maison africaine ronde, une hutte africaine ronde. Ah oui. La partie la plus élevée du pays, donc les hautes montagnes. La moins habitée. Et en haut de ces montagnes, il y a des plateaux. Hein, c'est un peu comme le Nioro. Décidément, la Corse, elle est partout. Hein. Ben, on a les références qu'on peut, hein, Eh oui, naturellement. eh oui. La partie la plus élevée du pays a été radicalement transformée depuis une vingtaine d'années, donc après mon premier passage, depuis, je dirais même une trentaine d'années. Une importante société française y a construit une série de grands barrages et un immense lac artificiel y a pris place. Le Lesotho est ainsi devenu un véritable château d'eau régional. Son eau est exportée vers les régions agricoles d'Afrique du Sud pour l'irrigation. Vous savez que l'Afrique du Sud est un grand pays agricole. Payée en devises, elle est devenue, avec l'électricité, une grande richesse pour le pays. Donc le Lesotho exporte de l'électricité et de l'eau. Je vous ai mis une photo d'un des barrages, d'un des deux grands barrages. La dernière page. Là où il y a la vieille photo d'église, qui est en fait un temple protestant. C'est bien l'église. Voilà, je crois que c'est le plus grand barrage avec un très grand lac, mais c'est complètement en haut, hein, c'est sur le toit du Lesotho. En dessous, vous avez une photo qui doit dater du début du XXe siècle, qui représente un temple protestant construit, je crois, la photo a été prise en 1903, je crois. Hein. Pendant l'hiver austral, de juin à septembre, les montagnes se recouvrent d'un épais manteau blanc et l'on peut même pratiquer le ski dans l'est du pays. Il n'est pas rare que même Maseru soit recouverte de neige. Ces avenues sont alors balayées par un vent vif et glacial. Je l'ai connu. J'étais pas tellement habillé parce que je venais du Malawi, et ben j'ai eu froid. Le froid et la neige constituent donc une des autres particularités de ce pays. Il s'agit bien d'un pays africain, mais ses habitants, qui sont des Africains, ils ont su s'adapter au froid qui y règne une grande partie de l'année. Depuis son indépendance en 1966, le Lesotho a connu une certaine instabilité. Il convient de dire que son enclavement dans l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid a rendu cette situation assez délicate. Ce n'était qu'un petit royaume noir, indépendant, au milieu d'un immense et puissant pays, alors dirigé et dominé par la minorité blanche. Et en particulier, cette minorité était essentiellement afrikaneur, et je vous ai parlé du contentieux qu'il y a entre les Basotho et les Boers. Et les afrikaneurs, ce sont les descendants des Boers. Les pressions n'ont pas manqué sur le petit royaume, d'autant qu'une grande partie de la main-d'œuvre masculine du Lesotho allait travailler dans les mines d'or du grand voisin. Cette main-d'œuvre ne revenait au pays que pour de brefs congés annuels. Toutes les importations, ainsi que les rares exportations, devaient transiter par l'Afrique du Sud. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'aéroport digne de ce nom. Hein. Donc, pour aller au Lesotho, il fallait atterrir à Johannesburg et ensuite y aller par la route. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à Mazono, il y a un aéroport international digne de ce nom, mais malgré tout, il n'y a pas de long courrier qui viennent d'Europe. Il faut changer d'avion à Johannesburg. Le Lesotho était donc, et l'est toujours,
étroitement lié économiquement à son puissant voisin. Cependant, le peuple se sentait intimement solidaire des frères sud-africains opprimés, surtout depuis la perte des terres arables à la fin du XIXe siècle. Une grande partie du peuple Soto s'est retrouvée en Afrique du Sud. Donc, il y a même davantage de Basotho sud-africains que de Basotho du Lesotho. Le Sesotho, c'est une des grandes langues tribales de l'Afrique du Sud. Les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir à Maseru ont donc dû mener une politique d'équilibriste devant ménager les susceptibilités du gouvernement de l'apartheid à Pretoria, tout en ne se montrant pas complètement indifférent au sort de la majorité noire de l'Afrique du Sud. En 1970, le chef Joseph Leabua Jonathan, qui était Premier ministre depuis 1965, donc depuis avant l'indépendance, eh bien ce chef Jonathan, Premier ministre, fit un coup d'État afin de ne pas avoir affronté des élections qui s'annonçaient difficiles pour lui et pour son parti. Le chef Jonathan est né en 1914 et il est mort en 1987. Il était le leader du BNP, le Basotho National Party, ou Parti national Basotho. Devenu Premier ministre en 1965, il conduisit son pays à l'indépendance en 1966. C'est donc le père de l'indépendance du Lesotho. Donc lors de son coup d'État de 1970, il suspendit la Constitution et le Parlement, interdit les partis d'opposition et exila aux Pays-Bas pendant 9 mois le roi Moshoeshoe II. Alors Moshoeshoe II, vous avez sa photo à côté de celle de son grand-père, je crois, le roi Moshoeshoe Ier. Voilà, on le voit le jour de son mariage en 1961, je crois. C'est le roi Moshoeshoe II. Il est né en 1938. Il régna sur le Lesotho de 1960 à 1990 et de 1995 à sa mort, le 15 janvier 1996. Mais je vais y revenir. Donc, à son retour d'exil, le roi Moshoeshoe II fut cantonné dans un rôle purement honorifique. C'est depuis cette époque que le roi n'a plus qu'un rôle protocolaire et honorifique. Le chef Jonathan instaura un parlement croupion et il réprima toute tentative d'opposition avec le soutien du régime de Pretoria, bien sûr, le régime d'apartheid. Malgré ses relations étroites avec le régime d'apartheid, à partir de la fin des années 70, il fit pourtant peu à peu évoluer sa politique étrangère au grand déplaisir de Pretoria. C'est durant cette période que des relations furent établies avec l'ANC, African National Congress, ou Congrès national africain, principal mouvement d'opposition à l'apartheid, qui est au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994. C'est le parti de Nelson Mandela, qui était un mouvement interdit en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Ce mouvement de lutte anti-apartheid ouvrit une représentation à Maseru dans les années 70. Et je vous rappelle que Maseru est sur la frontière. Donc imaginez la colère des dirigeants blancs sud-africains. De plus en plus de militants pourchassés en Afrique du Sud trouvèrent refuge au Lesotho. C'est également à cette époque qu'un grand nombre d'ambassades étrangères s'installa dans la capitale du Lesotho. Beaucoup de pays fermaient en effet leur représentation à Pretoria à cause des sanctions contre le régime d'apartheid, où elles les réduisaient, et après les avoir fermés à Pretoria, ils en ouvraient à Maseru. Ça leur permet de garder un pied à proximité de l'Afrique du Sud sans avoir à être physiquement en Afrique du Sud. Donc cela leur permettait de garder un œil sur ce qui se passait en Afrique du Sud, tout en respectant les sanctions internationales imposées aux pays de l'apartheid. Même le Mozambique, nouvellement indépendant, l'Union soviétique, Cuba et la Chine populaire ouvrirent des ambassades à Maseru, ce qui inquiéta fort les dirigeants de Pretoria.
Le chef Jonathan échappa à plusieurs tentatives d'attentat et il se rapprocha de plus en plus du bloc de l'Est, effectuant même des visites officielles en Corée du Nord, en Roumanie et en Bulgarie. Au fil des ans, progressivement isolé internationalement, le régime sud-africain devint de plus en plus agressif à l'égard de ses voisins et du Lesotho en particulier, ses voisins qui étaient soupçonnés, à tort ou à raison, plutôt à raison qu'à tort d'ailleurs, de soutenir les opposants de l'ANC au régime de Pretoria. Des raids militaires furent menés contre des bases ou des bureaux de l'ANC au Botswana et en Zambie. Un soutien militaire sud-africain fut même apporté à la guérilla anticommuniste de la Renamo au Mozambique. Qu'est-ce que c'est que la Renamo? C'est la Resistencia Nacional Mozambicana, la résistance nationale mozambicaine, un mouvement de guérilla dirigé par Afonso Dhlakama qui menait la lutte armée contre le régime marxiste de Maputo de 1975 à 1992. La Renamo forme depuis le principal parti d'opposition parlementaire au Mozambique. L'Afrique du Sud soutenait également militairement l'UNITA en Angola. Qu'est-ce que c'est que l'UNITA? União Nacional para a Independência Total de Angola, ou Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, mouvement de guérilla dirigé par Jonas Savimbi, qui lutta contre l'armée portugaise jusqu'à l'indépendance en 1975, avant de faire la guerre au régime marxiste du MPLA, au pouvoir à Luanda. Jonas Savimbi fut tué au combat en 2002 et l'UNITA est devenu depuis le principal parti d'opposition au Parlement angolais. Donc il y a eu une très longue guerre civile en Angola dans laquelle l'Afrique du Sud a été largement impliquée, ainsi que Cuba, mais dans l'autre camp. C'est dans ce contexte qu'un commando sud-africain assassina 9 militants de l'ANC à Maseru. Il n'avait eu que traverser la rivière, hein, c'était pas compliqué. En décembre 85, ça s'est passé, ce meurtre. En représailles, l'ANC commit un attentat meurtrier dans la province voisine du Natal, ce qui conduisit le gouvernement sud-africain à fermer la frontière avec le Lesotho. Alors si on ferme la frontière, on asphyxie le pays. Un blocus total du royaume fut donc imposé pour obtenir la fermeture des bureaux de l'ANC à Maseru. Le chef Jonathan finit par céder afin d'éviter l'asphyxie totale du pays. Cela ne lui permit pas d'échapper à un coup d'État militaire, soutenu par l'Afrique du Sud, bien sûr, par les services secrets sud-africains, le 19 janvier 1986. Le général Lekanya, conservateur et pro-sud-africain, prit alors le pouvoir. Il rendit une partie de ses prérogatives au roi Moshoeshoe II et fit expulser les militants de l'ANC ainsi que les conseillers venus des pays communistes. C'était encore la guerre froide en 1986. Alors, événement inoubliable. Le 14 septembre 1987, le pape Jean-Paul II effectua une visite mémorable au Lesotho. Mais, afin de marquer sa réprobation morale du système de l'apartheid, le souverain pontife avait prévu d'éviter l'Afrique du Sud pour se rendre dans le petit royaume. Mais la météo en décida autrement, car un épais brouillard sur l'aéroport de Mazono, contraignit son avion à se poser à Johannesburg, à la grande satisfaction du gouvernement sud-africain. Le ministre des Affaires étrangères du régime d'apartheid, Pik Botha, se précipita à l'aéroport pour y accueillir un pape visiblement contrarié d'être photographié en sa compagnie. Vous pouvez encore trouver ces photos sur Internet, on voit un Jean-Paul II qui fait vraiment la gueule. Jean-Paul II put finalement gagner Maseru par la route. Il a donc traversé une partie de l'Afrique du Sud pour aller au Lesotho. Il y fut accueilli par une foule immense rassemblée sur un vaste terrain vague où il célébra la messe. Les relations entre le général Lekanya et le roi se dégradèrent et en février 1990, le pauvre Moshoeshoe II fut déposé par les militaires. Ils le contraignirent à un nouvel exil. Les putschistes intronisèrent son fils, qui devint le roi Letsi III.
Letzi III est né en 1963. Mais l'opposition au régime militaire grandissait et la situation évoluait également rapidement en Afrique du Sud. En 1994, Nelson Mandela, libéré de prison 4 ans plus tôt, devenait le premier président noir du pays. Dans la plupart des pays d'Afrique, un vent en faveur de la démocratie multipartite s'était mis à souffler, balayant nombre de régimes militaires et de pouvoirs monolithiques. Cet environnement fit que les militaires Basotho finirent par se résoudre à rendre le pouvoir à un gouvernement civil formé à la suite des premières élections libres en avril 1993, donc un an avant les élections sud-africaines. Les premières élections universelles, parce que avant les élections, c'était seulement les Blancs qui votaient. En 1994, il y a eu la première élection ouverte à tous. Les premières élections. En janvier 1995, le roi Moshoeshoe II put enfin rentrer au pays et remonter sur le trône, son fils Letzi ayant accepté de s'écarter. Malheureusement, Moshoeshoe II ne profita pas longtemps de son retour, car il mourut dans un accident de voiture sur l'une des routes escarpées de son royaume en janvier 1996, donc quelques mois après son retour. Letzi III monta alors sur le trône pour la seconde fois et il l'occupe encore à ce jour. Vous le voyez en photo, à côté de son père, enfin en dessous de son père, c'est la dernière photo, je crois que c'est une photo en couleur, Letzi III, une photo je crois. Et on le voit aussi sur les billets de banque. Ah, les billets. En 1998, le pays faillit plonger dans la guerre civile lorsque la contestation de résultats d'élections dégénéra en affrontements sanglants dans la capitale. Mandatée par la communauté des États de l'Afrique australe, l'armée sud-africaine intervint, donc elle a traversé la frontière, pour rétablir l'ordre. Depuis lors, le Lesotho est devenu un modèle de démocratie sur le continent africain, même s'il manque encore de stabilité. Ainsi, le 30 août 2014, une tentative de coup d'État militaire s'y produisit, mais nos grands médias ne l'ont même pas évoqué. Alors là, je vais vous raconter une histoire un petit peu croustillante. Le Premier ministre de l'époque, Thomas Thabane, put cependant regagner son pays le 3 septembre, après être réfugié en Afrique du Sud pendant quelques jours. Ce dernier pays est la communauté des États de l'Afrique australe, qui comprend 15 États, la SADC, dont le siège se trouve à Gaborone, au Botswana. Donc l'Afrique du Sud et la SADC semblent avoir pesé de tout leur poids afin que cette énième crise soit rapidement résolue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce Premier ministre, Thomas Thabane, est un politicien Musoto Madre, né en 1939. Il a été Premier ministre une première fois, donc de 2012 à 2015, avant de retrouver le pouvoir en 2017. Mais le 14 juin 2017, 2 jours avant sa nouvelle investiture, son épouse, Lipoleto Thabane, 58 ans, était assassinée dans sa voiture alors qu'elle rentrait chez elle à Maseru. Le 16 juin, donc juste au moment de son investiture, le 16 juin, c'est le 16 juin que son mari, Thomas Thabane, a été officiellement investi Premier ministre de Lesotho. Or, il est venu à la cérémonie d'investiture accompagné d'une autre femme, Messia, qu'il épousera 2 mois plus tard. L'enquête sur la mort de Lipoleto Thabane piétina 2 années durant, jusqu'au coup de théâtre de février 2019, lorsque la justice inculpa Messia Thabane pour le meurtre de sa rivale. Pour la police, Thomas Thabane n'était pas nécessairement présent sur les lieux du crime, mais il aurait agi de concert avec le ou les meurtriers. D'autant qu'à l'époque des faits, le couple était en instance de divorce. Depuis, le Premier ministre a été lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basotho, ABC, All Basotho Convention. Thomas Thabane a dû promettre qu'il démissionnerait d'ici la fin juillet, mais son parti ainsi que l'opposition l'ont soupçonné de vouloir gagner du temps pour organiser son impunité
judiciaire. Ça nous rappelle un peu une histoire d'outre-Atlantique, hein, ou peut-être même de France. Sa formation politique, ainsi que plusieurs partis d'opposition, exigeaient que Thomas Thabane quitte le pouvoir au plus vite. Le mois précédent, ils avaient annoncé un accord pour constituer un gouvernement de coalition et remplacer le gouvernement en place. Ils mettaient en cause l'obstination du Premier ministre à violer la Constitution et à mépriser les décisions de justice, et une situation jugée embarrassante. Ils l'accusaient notamment d'avoir suspendu le Parlement pour empêcher sa destitution. Il l'accusait aussi d'avoir utilisé la crise du Covid-19 et le confinement pour ordonner la suspension des travaux du Parlement pour 3 mois. La réaction de Thomas Thabane ne s'est pas fait attendre. Le matin du 18 avril, sur son ordre, l'armée a été déployée dans les rues de la capitale pour rétablir law and order, la paix et l'ordre. Véhicules blindés et soldats armés sillonnaient les rues de la capitale. Le chef de l'opposition s'est élevé contre cette décision